par vous parler un tout petit peu de plantes et vous allez voir des choses qui vont peut-être vous en rappeler d'autres. Quand les Européens sont arrivés avec des bateaux en bois pour coloniser l'Amérique du Sud et l'Afrique, ils ont eu besoin de remater leurs bateaux à l'arrivée et ils ont commencé à planter des arbres qui poussaient vite, droit et partout en Europe, des pins. Bon, les pins sont plutôt présents dans l'hémisphère nord, ils étaient donc absents des zones où on a essayé de les planter. Et une fois de plus, ça pousse partout et très vite et très bien. Sauf que quand on a eu implanté des graines, on s'est aperçu qu'elles germaient, faisaient quelques aiguilles, et puis ces aiguilles tombaient. Les pins ne poussaient pas sous les tropiques. Et ils ont amené empiriquement des pins déjà enracinés ou de la terre d'Europe qu'ils ont mélangés aux pépinières locales. Et maintenant, les pins poussent très bien. En fait, sans le savoir, à l'époque, donc au 19e, on a introduit des champignons du sol qui sont vitaux aux pins, mais qui, chez nous, sont dans tous les sols, donc personne n'avait vraiment remarqué cette dépendance vitale. Cette dépendance vitale à ces champignons se traduit par la formation d'un organe mixte que vous voyez là sur la racine, qu'on appelle une mycorhize de type ectomycorhize. Vous regardez cette vue un peu plus près, vous avez la racine qui est complètement couverte de filaments de champignons. Et cet organe mixte-là, il est absolument vital pour la plante, elle ne pousse pas sans ça. Alors, il y a plein de champignons qui font ça. Sur un arbre, il y a plus d'une centaine d'espèces différentes. Alors, que dire des individus? Vous voyez que ça se traduit aussi par des ramifications un petit peu inhabituelles des racines. Et quand on regarde ça en coupe, on a vraiment un feutrage de champignons autour de la racine qui pénètre entre les cellules les plus externes de la racine et qui fait un réseau donc entre les cellules de la racine. C'est vraiment un tissage des deux partenaires. Et les champignons qui font ça, c'est les champignons forestiers de chez nous. C'est même certains que vous connaissez pour les consommer. Alors ça, c'est le cas des pins qui nous permet de montrer que cette dépendance est vitale, mais il faut savoir que même si ça se voit moins, sur les racines de toutes les plantes, on a des champignons. Voilà des racines de maïs. Alors là, on ne voit pas beaucoup de champignons à l'œil nu, mais quand on fait décoloration, alors pourquoi j'ai plus d'image ? Non, voilà. Je ne sais pas très bien. Il ne s'est pas mis, c'est revenu. Je ne sais pas pourquoi. Bon, j'espère que ça ne va pas nous ennuyer trop. Oui, c'est peut-être pas assez microbien justement pour marcher bien. Donc on voit très bien ici des filaments qui sont à l'intérieur de la racine, une racine saine, et même si c'est moins visible que dans le cas des pins, on a quand même cette règle générale qui, pour 9/10 des plantes, exige la présence d'un champignon. Et pourquoi ? Simplement parce que les plantes sont incapables d'exploiter l'eau et les sels minéraux des sols dans des conditions de fertilité ordinaires, toutes seules. Elles ont absolument besoin de champignons, qui d'ailleurs ont également besoin des plantes parce que c'est leur source de sucre et de vitamines. Alors, cette interaction est aussi une interaction protectrice. Elle n'est pas simplement trophique. Quand vous avez des cellules vivantes là, qui sont protégées par un manchon de champignon, vous imaginez bien qu'il y a une protection physique contre les agressions chimiques ou les agressions microbiennes. Il y a donc une protection qui peut être locale, mais il y a aussi une protection systémique. Alors regardez plutôt les manips suivantes où sur des tabacs, alors c'est une lignée élite, donc c'est la même c'est le même génotype sur tous les plants de tabac, ils sont mycorhizés ou pas et ils sont mis dans un sol assez riche pour que ceux-ci se développent bien. Et puis on leur inocule en 2 points un parasite qui est un agent de pourriture des feuilles, la pourriture grise en l'occurrence, c'est le Botrytis cinerea. Et vous voyez que ça fait des lésions petites ou plus grosses. En réalité, selon l'état mycorhizien de la plante, et je rappelle que le champignon mycorhizien est sur les racines. Il n'est pas du tout sur les feuilles. On a 2 fois plus de 2 fois plus de dégâts sur la plante non mycorhizée. Quand on regarde l'expression d'un gène du botrytis pour quantifier sa présence, on voit qu'effectivement, sa biomasse flambe sur les plantes non mycorhizées, alors qu'elle reste limitée, en tout cas, sur les plantes qui ont un champignon mycorhizien sur les racines. Et quand on regarde l'expression de gènes de défense, par exemple une protéase qui découpe les enzymes avec lesquelles le champignon attaque la plante, c'est un exemple parmi d'autres, on voit effectivement que ce gène est induit très fortement chez les plants mycorhizés et pas chez les autres. Or, je vous rappelle qu'ils sont génétiquement identiques. En fait, vous retrouvez quelque chose que vous connaissez très bien, qui est que le système immunitaire ne fonctionne absolument pas si la plante n'a pas rencontré de champignons. Alors, ça veut dire que d'une part, on retrouve des motifs connus, d'autre part, cette interaction n'est pas seulement une interaction trophique, c'est aussi une interaction qui protège. Et puis,
c'est un point d'entrée pour vous raconter une histoire, mais j'aurais pu rentrer dans la plante par un autre bout. Regardez ces coupes de feuilles ici. Alors, les tissus sont en beige et on a en fluorescence violette des filaments de champignons qui sont dans cette feuille saine et qui, vous voyez, se nichent entre les cellules. Oui, parce que les plantes ont des cellules entourées d'une paroi qui opèrent des petites lacunes par lesquelles passent les gaz et par lesquelles rentrent des microbes. La plante est tissée, contexturée de microbes, parce qu'elle est pleine de trous, en fait. Beaucoup plus que nos tissus qui sont compacts. Ça, c'est une différence. Mais en tout cas, vous voyez qu'il y a beaucoup de champignons. Chez nous, ce serait plutôt une 10-20 espèces par feuille. Il y a aussi pas mal de bactéries, et ces organismes-là opèrent des rôles de détoxification de déchets ou de protection. Je vais vous citer une protection pour vous montrer cette fois-ci le rôle protecteur des microbes par rapport à des facteurs abiotiques. Alors c'est un peu excessif. Nous voilà à Yellowstone avec une petite graminée qui se prend de temps à autre des coups de chaud, des 50 degrés, quand des fumerolles sortent du sol. Cette graminée a la caractéristique d'être très colonisée par un champignon du genre Curvularia. On peut lui enlever son Curvularia en la traitant par un fongicide, et vous voyez qu'à 40 degrés, tout ce qu'on la pousse avec ou sans le Curvularia qui colonise les feuilles. Maintenant, à 45 degrés, la plante pousse toujours quand elle a son Curvularia, mais plus du tout si elle a plus son Curvularia. Alors cette protection résulte sans doute en fait de la détoxification des radicaux libres produits par les désordres métaboliques liés au stress thermique. Ça, c'est l'explication technique. Ce qui est surtout marrant, c'est que le Curvularia ne pousse pas au-dessus de 30 degrés, lui, au laboratoire, quand il est seul. Donc on a une protection réciproque ici. Et vous voyez qu'on retrouve là les motifs qui ont été définis tout à l'heure, des aides à la digestion, des aides à la protection, mais aussi des facteurs de développement. Après tout, ces racines hyper ramifiées, voire même, regardez, qui deviennent dichotomiques, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'axe principal et de ramification secondaire, la racine se divise, se ramifie de façon dichotomique. Tout ça, c'est des morphologies qui sont induites par le champignon, sans doute par la synthèse d'analogues d'hormones végétales, comme l'auxine, et au bilan, vous avez aussi une contribution à la morphogénèse. Et puis, juste pour faire beau, il y a plein d'autres fonctions, comme les fonctions de reproduction qui sont construites avec des microbes. Si vous prenez le sureau, qui est une plante bien connue pour son odeur, on en fait des jus et même des alcools, écoutez, il suffit simplement d'ensacher ça et de le fumiger avec des antibiotiques. Et vous voyez que l'émission de terpènes, qui sont les principaux composants odorants, est sur un lot contrôle à peu près sur une huitaine de jours à peu près constante, elle décline avec l'âge de l'inflorescence. Sur des lots fumigés, vous voyez que l'émission de terpènes est réduite d'un facteur 3. En fait, les terpènes s'accumulent sous forme de précurseurs dans la plante, et il n'y a pas l'étape de volatilisation. La formation de la forme volatile des terpènes, c'est une activité microbienne. Donc même l'odeur des fleurs, vous voyez, est construite avec des microbes. Bon, donc en fait, mais c'est impressionnant sans l'être, parce que en fait, c'est exactement comme chez les animaux, vous pouvez prendre n'importe quelle fonction et chercher ce que font les microbes, ils font quelque chose. Bon. Et ça pose un peu une question, c'est pourquoi cette dépendance, qui donc est universelle pour tous les grands organismes? Alors, je vous ai récapitulé ce que le microbiote végétal fait à la plante, dans sa nutrition, dans son développement, et dans une protection qui est liée à son effet direct, par antibiose ou par compétition avec les prédateurs ou les parasites, et puis indirect, par ce qu'on appelle, nous, le priming, c'est-à-dire ce réveil, cette mise en fonctionnement mature du système immunitaire. Si je prends le microbiote animal, il ne se passe pas grand-chose, il ne change pas grand-chose, c'est à peu près la même chose, vous voyez, sauf que pour la nutrition, c'est pas tout à fait de la même façon que ça joue, et ça rend pertinent, alors voilà, je détruis pas tout pour l'instant, ça rend pertinent la notion de l'holobionte, qui consiste à dire, finalement, dans toutes les fonctions, il y a un peu de microbes, et il faut les prendre en compte. En d'autres termes, les organismes ne sont jamais seuls. Donc ça, c'est l'écran publicitaire que tu avais introduit aussi. Mais plus sérieusement, en fait, ça veut dire que la pluricellularité est un service écosystémique. C'est-à-dire, il y a un écosystème microbien qui construit la pluricellularité. Et pas simplement la carcasse qui, elle, est réalisée par la plante purement ou l'animal purement. Et ce service écosystémique, eh bien, il peut dysfonctionner. On sait très bien que les écosystèmes dysfonctionnent quand leur
biodiversité diminue parce que certaines fonctions finissent par ne plus être acquises. Et c'est vrai aussi pour les écosystèmes microbiens qui forgent les plantes et les animaux. À ce sujet, d'ailleurs, il y a quelque chose d'amusant, c'est que quand on compare le microbiote de la rhizosphère, c'est-à-dire l'ensemble des bactéries qui sont présentes autour de la racine, chez des haricots sauvages, donc des variétés sauvages, ou des haricots domestiqués, c'est-à-dire des lignées élites semées, on voit qu'on a à peu près toujours les mêmes microbes, mais dans le haricot sauvage, on a une surreprésentation de Bacteroidetes, et dans les formes domestiquées, on vire à une surreprésentation de Firmicutes. Ça rappelle des choses, hein. Ça rappelle fortement ce qui se passe avec l'obésité, et en fait, je pense qu'on a tout simplement des écosystèmes qui virent à l'eutrophisation, parce que c'est des écosystèmes dans lesquels les ressources sont accrues. Le haricot domestiqué, c'est une usine à photosynthèse par rapport aux sauvages. Et en fait, on a tout simplement un syndrome d'eutrophisation de ces écosystèmes, que ce soit dans l'obésité ou dans les formes domestiquées de plantes. Alors, c'est un modèle qui mérite d'être travaillé, mais il y a des similitudes, vous voyez, qui vont jusqu'au dysfonctionnement et jusqu'aux problèmes liés à la modernité. On peut quand même s'interroger à savoir pourquoi nous sommes tissés dans toutes les fonctions de microbes. Et j'aimerais à un moment faire un détour par un point d'évolution et vous rappeler que ça fait quand même des millions d'années, si ce n'est en fait depuis les origines, que ces microbes sont là. Nous sommes sur une coexistence avec des centaines d'espèces, ça a été dit, et depuis des centaines de millions d'années. Et la coexistence, ça induit de façon nécessaire en évolution la dépendance. Pourquoi ? Voilà deux espèces. Alors, c'est un collègue avec qui on a fait un papier, là, donc on s'est photographié dans un jardin, en face en fait de mon labo. Il y a l'espèce grise et l'espèce rose. Et ces deux espèces vivent dans le même milieu. Et mettons que pour une raison ou pour une autre, je m'en moque de la raison, ça ne me regarde pas pour l'instant, ces deux espèces sont vraiment toujours ensemble et côte à côte. À ce stade, du point de vue du port vertical, du fait de se tenir debout, je peux supprimer l'espèce grise, la rose tiendra debout. Je peux supprimer la rose et la grise tiendra debout. Mais imaginez cette mutation qui tord une patte. Elle ne la supprime pas parce que ça, ce serait une économie de carbone. Mais elle tord une patte. Là, ça tient. Vous y êtes ? On peut toujours supprimer la rose, ça n'empêchera pas la grise de tenir debout. Mais maintenant, on ne peut plus supprimer la grise, sinon la rose ne tient plus debout. Vous l'avez ? Et l'idée, c'est que finalement, ça veut dire qu'il y a des redondances fonctionnelles qui sont soumises à des retranchements qui ne sont pas des gains de fonction, donc il n'y a pas de sélection positive, c'est pas sélectionné. Simplement, quand ça arrive, c'est pas contre-sélectionné non plus, donc c'est une histoire contingente de dérive évolutive. Et par dérive, vous finissez par supprimer des choses qui ne servent pas, pour lesquelles il n'est pas nécessaire que l'individu soit autonome pour les réaliser, et le bilan, c'est que vous obtenez de la dépendance, une dépendance qui est peu réversible parce que, comme il n'y a toujours pas de pression de sélection, il est peu probable qu'on resélectionne une patte qui assure à l'espèce rose de tenir debout toute seule. Et de toute façon, c'est pas grave, puisqu'elle est toujours accompagnée. Simplement, on crée de la dépendance, et ça s'est niché au sein de toutes les fonctions, en un phénomène de cliquet qui fait que plus le temps passe, plus il y a des dépendances qui émergent, et c'est exactement ce que nous lisons dans toutes les fonctions de tous les organismes macroscopiques. Ici, on se dit, chouette, c'est bien maintenant d'avoir l'holobionte sous la main, ça acte finalement ce cheminement progressif et neutre vers la dépendance. Sauf que, c'est pas vraiment comme ça qu'aujourd'hui, les écologues voient l'interaction, et en particulier les écologues qui font des plantes, eux, ils voient souvent des réseaux d'interaction. Je vous emmène dans une forêt corse, où il y a deux espèces de plantes, un chêne vert et un arbousier, donc elle n'est pas très diverse. Et dans ce système, nous avions, avec un de mes thésards autour des années 2005-2006, extrait toutes les mycorhizes d'arbres qu'on pouvait du sol. On en a typé 15 000. À l'époque, c'était pas facile, à la main, c'était du Sanger. Et on les a typés par des méthodes de barcoding, tout simplement, sur l'ITS fongique. On a trouvé plus de 520 espèces au total sur ces 15 000 mycorhizes, dont 70% sont sur les deux partenaires. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'espèces spécialisées. Il y a beaucoup d'espèces qui sont capables de coloniser les deux hôtes. Et en fait, c'est ça la réalité de l'interaction. C'est que le champignon, quand il chemine dans le sol, il va rencontrer d'autres systèmes racinaires, y compris d'autres espèces, où il va pouvoir s'installer. De même, les champignons sont reliés entre eux par des plantes.
C'est-à-dire que les plantes sont reliées à un champignon, mais ensuite, quand la racine croît, elle va se lier à un autre champignon. Et vous obtenez un réseau. Et si vous avez l'impression que je suis juste en train de faire un effet de manche en disant que c'est un réseau, je vais vous montrer qu'il y a des plantes qui se sont adaptées à ce réseau. C'est un des sujets sur lesquels travaille mon équipe. Voilà une plante complètement non chlorophyllienne, donc qui ne fait pas de photosynthèse, et dont les racines ne sont pas attachées aux racines d'autres plantes. Par contre, elles sont densément colonisées par du champignon. Quel champignon ? Alors voilà quelque chose qui réjouit un mycologue et qui fait absolument rien à une audience normale, ce sont des sébacina. C'est ce genre de champignons-là. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que ces sébacina font des mycorhizes sur les arbres voisins. C'est-à-dire que entre les racines de mon orchidée, j'ai d'autres racines d'arbres, d'accord, qui ne sont pas en contact direct, mais qui sont colonisées par le même champignon. En fait, ces plantes partagent les champignons avec les arbres voisins. Et ce qu'on a pu montrer, je vous passe là des années de travail, c'est qu'en fait le carbone passe de ces arbres, par le biais du champignon, à ces plantes non chlorophylliennes. Elles se sont adaptées au fait que les champignons forment des réseaux, et c'est ainsi qu'elles se nourrissent maintenant. Alors vous allez me dire, d'accord, mais des plantes comme ça, j'en connais pas beaucoup. Ouais, mais en fait, le problème, c'est qu'elles émergent de façon récurrente dans des groupes qui sont faits d'espèces vertes. Et quand on regarde de très près ces espèces vertes-là, on s'aperçoit qu'elles aussi, elles sont bizarres. Alors, je vais vous montrer un seul argument pour ça. Regardez, voilà cette espèce verte ici, c'est une céphalanthère de Damas. Elle vit aussi en sous-bois. Et regardez ça, il y a des individus blancs qui survivent. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette plante-là, bien qu'étant photosynthétique, elle peut aussi survivre sans photosynthèse. Et ce qu'on a découvert en réalité, c'est qu'il y a beaucoup de plantes de sous-bois qui exploitent, parce qu'elles sont à l'ombre et qu'elles n'ont pas assez accès à la lumière, qui exploitent ce réseau pour se nourrir. Et donc l'histoire est plus générale encore que mes plantes tordues non photosynthétiques. C'est l'histoire de l'adaptation au sous-bois de pas mal de plantes. Alors, du coup, on est obligé de prendre en charge ce réseau. Je ne vais pas vous montrer en détail ça, mais je vais vous montrer les objets sur lesquels travaille mon équipe au muséum. On ne travaille plus du tout sur une plante, un champignon. Par exemple, Florent Martos, qui travaille avec moi, a travaillé sur les orchidées de la Réunion. Et il y en a par terre, sur les arbres, il y en a partout, il y a beaucoup d'espèces, et il a travaillé sur près de 80 espèces, où il a essayé de trouver quels sont les champignons mycorhiziens. Et le début de son travail, c'est pas ce typage, c'est quand il obtient ce graphe qui relie les espèces qu'on a déterminées moléculairement aux espèces d'orchidées. Et aujourd'hui, il y a toute une branche de l'écologie qui travaille sur ces graphes, qui montre que selon le type d'interaction, la topologie du graphe n'est pas la même, qui cherche des modules au sein de ce graphe, des modules qui peuvent ensuite s'expliquer soit par la phylogénie, soit par des sous-réseaux écologiques. Et donc aujourd'hui, on est sur l'analyse de réseaux. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des manips que l'on peut faire là-dessus, mais j'ai un appel au peuple à faire. Si vous avez dans un jeu de données plusieurs personnes et leurs microbes, je vous promets qu'il y a des outils de type pouce-bouton avec lesquels on peut réaliser des choses sur les taux de partage, sur la modularité, et ensuite réinterpréter ça à l'aune de ce que l'on sait de ces gens-là. Donc si vous avez envie de jouer avec les données d'une façon de réseau d'association, bon. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est de revenir à l'holobionte. Regardez, j'ai ma plante qui est associée à des champignons. Bon, ça c'est la vision holobiontique. Seulement ces champignons, eux, c'est aussi des holobiontes. Ils sont associés à des plantes, d'accord ? Et ces plantes auxquelles ils sont associés sont elles-mêmes associées à d'autres champignons, qui sont associés à d'autres plantes. Il s'arrête où l'holobionte de cette plante ? Ben, je vais vous dire. Comme cette plante nourrit ces champignons qui sont importants pour cette plante fait partie de l'holobionte, là. Enfin, en tout cas, elle fait partie des choses pertinentes pour cette plante. Et plus vous vous éloignez, moins l'effet sera fort, mais il ne sera pas neutre. L'holobionte est une approximation d'ordre 1 des réseaux. D'ailleurs, vous regardez que ça. Mais il y a un ordre 2, il y a un ordre 3, il y a un ordre N, et il y a un réseau. Et pour la plante, ce réseau, c'est tous les champignons qu'elles peuvent partager, c'est tous les acariens symbiotiques, oui, parce qu'il y a ça aussi sur les feuilles, qu'elles peuvent partager, tous les clones rhizosphériques qu'elles peuvent partager, tous les pollinisateurs qu'elles peuvent partager, ça en fait des réseaux. En fait, la plante est noyée dans un réseau. Alors, vous allez me dire, oui, mais la plante, elle ne peut pas courir, donc elle ne peut pas se débarrasser de tous ces trucs-là, et donc elle est obligée de subir. Et les animaux, c'est pas pareil. Alors ça, c'est vrai qu'on ne va pas voir des fils tendus entre les animaux, ça c'est sûr. Par contre, c'est là que ça devient difficile, c'est qu'en fait le réseau est invisible. Mais moi ce que je vous propose, et de façon spéculative, c'est que ce réseau existe, et qu'il soit très puissant.
Alors, petite manip réalisée par... Alors, le papier est pas très beau, je trouve, mais enfin, il est intéressant parce qu'il fixe les idées. On élève des drosophiles sur un milieu qui est en fait un dérivé de malt de brasserie, et puis on en met quelques-uns à un certain moment sur de l'amidon. Bon, on s'aperçoit que sur l'amidon, ça modifie le microbiote digestif des drosophiles, et il y a notamment beaucoup plus de Lactobacillus plantarum. C'est pas vraiment inattendu. Ensuite, on va prendre des drosophiles mâles ou femelles ici et les présenter à des femelles ou à des mâles d'ici. On va faire des tests d'appariement, on va voir combien de fois ça marche. Alors, on remarque que le nombre de fécondations assurées est plus forte quand on présente des drosophiles qui ont grandi sur le même milieu que sur c'est distal, hein. Je suis désolé. De là? Non, je pense pas. Mais bon, c'est pas grave. Là, c'est revenu. Donc vous voyez que quand elles sont de même milieu, il y a plus de succès de la reproduction. Quand elles ne sont pas issues du même milieu, eh bien, elles ne s'intéressent pas les unes aux autres. Ça donne une préférence homogane que l'on peut quantifier, qui est significative. Hein. Il y a une préférence pour des drosophiles, pour des partenaires venus du même milieu. Mais quand on soigne les drosophiles aux antibiotiques, eh bien, il n'y a plus d'effet. Et donc ça veut dire qu'en fait, il y a un effet sans doute du microbiote sur le choix de partenaire. C'est plus le même microbiote et il change le choix de partenaire. La dernière expérience qui a été faite, c'est après antibiothérapie de celles qui avaient été élevées sur de l'amidon, on leur redonne le lactobacillus des plantes, lactobacillus plantarum, et on rétablit en grande partie le biais d'appariement. Donc vous voyez qu'ici, on a une relation interindividuelle qui est manipulée par le partage d'un clone bactérien. Et ça nous pend au nez, hein, cette histoire-là. Vous connaissez aussi les criquets migrateurs. Hein, à un moment, l'ensemble des criquets se met à migrer pour faire des nuages de criquets qui ravagent les cultures. Eh bien, la phéromone qui fait basculer le groupe vers l'état migratoire et qui donne ça, hein, c'est une phéromone synthétisée par le microbiote du tube digestif. Et donc vous avez encore un comportement de groupe qui est dicté par des microbes. Donc ce que je veux dire ici, c'est qu'on va avoir des comportements non indépendants entre les individus, qu'ils soient de même espèce ou d'ailleurs pas forcément, juste parce qu'ils partagent les mêmes microbes. Et ça, c'est un lien invisible, mais c'est quelque chose qui peut potentiellement porter la marque du réseau. Le partage d'un clone rend des organismes non indépendants. Et ce que je veux dire pour terminer, c'est que finalement l'holobionte est une façon un peu tardive d'essayer de sauver la notion d'organisme, ou de dire, regardez, il y a une clôture opérationnelle, il y a un truc qui fonctionne comme une entité. Bon, maintenant on est obligé de rajouter les microbes, mais c'est une entité. Mais non, c'est nier le lien au monde, et c'est là que je veux en venir. C'est qu'il y a quand même des adhérences à autre chose, il y a un réseau qui est plus large, et en fait, bon, il est temps de dire que les organismes n'existent pas, ce qui existe, c'est les réseaux, les interactions. Longtemps, on a décrit la toile d'araignée comme étant des points où se croisaient des fils. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'en fait, la toile d'araignée, c'est des fils qui relient les points. Évidemment, tout ça, c'est faux, parce que vous preniez les fils sans les points ou les points sans les fils, ça va se casser la gueule. Mais ça fait quand même 150 ans qu'on étudie les points. Et donc, le programme heuristique, c'est de dire aujourd'hui, étudions les fils, étudions les liens, étudions les interactions. En fait, il est temps de relier les points. Et nous en sommes là. Et si vous voulez savoir ce qu'il y a, eh bien, vous aurez le PDF, vous pourrez essayer de relier les points. Vous verrez que ça fait du sens, un sens qui n'apparaît pas forcément. C'est ça que je voulais dire, c'est que l'holobionte est un premier pas vers la prise en compte des interactions, mais ce n'est que l'ordre 1. Et ma prédiction, c'est que même dans le cas des animaux, on va découvrir des choses assez agaçantes sur la non-indépendance entre des organismes qui partagent des clones. Ça nous pend au nez. En tout cas, c'est une prédiction théorique forte. Et qu'elle soit réalisée ou non, de toute façon, pour au moins les sciences du végétal, nous sommes passés de l'holobionte, qu'on doit quand même à Hiltner en 1904, pas sous ce nom-là, mais enfin, ça date de cette époque-là. On a été forcé par l'observation aujourd'hui d'arriver au réseau. Voilà, c'est ce que je voulais défendre.